Ah voilà. Connectez-vous. Connectez-vous. J'espère que je vais très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, abonnez-vous massivement. Connectez-vous et abonnez-vous, c'est très important. Il ne s'agit pas de venir regarder sans être abonné et fuir. Être abonné, c'est un devoir de citoyenneté. Être abonné, vraiment, c'est une œuvre pour la civilisation des Ivoiriens. Être abonné, c'est une œuvre pour la civilisation africaine. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent détruire, les réseaux sociaux peuvent cultiver. Alors, nous vous invitons de vous abonner parce qu'on ne finit pas de tout connaître. Même ceux qui ont les doctorats, ils apprennent certaines choses sur les réseaux sociaux. Alors, nous vous invitons à vous abonner massivement sur la page Fin des perturbateurs politiques. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà, JJ Complet. JJ Complet, c'est ma chaîne, le nom de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous là-bas et abonnez-vous sur ma page Facebook Fin des perturbateurs politiques. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable JJ Complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. N'est-ce pas, Maurice 5 plein droit, El Padrino ou Camari Deso. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour décortiquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà, entre l'opposition et le parti au pouvoir, c'est très important. Alors, j'aimerais remercier toutes ces belles femmes, les braves femmes qui sont connectées, tous ces beaux hommes et ces braves hommes qui sont connectés, je vous remercie et je vous remercie infiniment. Que le bon Dieu vous bénisse. Alors n'hésitez pas, n'hésitez pas plutôt à vous abonner massivement, n'hésitez pas de partager le direct. Quiconque est connecté doit au moins partager le direct, c'est très important. Voilà, c'est ça, s'entraider. Parce que sans ça, on ne peut pas s'entraider. Mais il faut s'entraider dans la vie. Voilà, pour qu'ensemble, on puisse avancer. Alors, nous avons vu son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, et l'ex-Excellence, Monsieur le Président Henri Konan Bédié se croiser. Voilà, dans le but de parler de la paix de la nation. Alors, vous savez, dans ces genres de discussions, il y a des conditions. Et qui parle de paix, il y a histoire de concession. C'est-à-dire, toi tu veux quelque chose, moi aussi je veux quelque chose, mais on n'est pas d'accord. Pour que toi et moi on puisse tomber d'accord, il y a des conditions. Je te pose mes conditions, toi aussi tu me poses les tiennes et ensemble on discute et on trouve un consensus. C'est ça aussi le dialogue. Parce que tu ne peux pas vouloir causer avec moi. Pourquoi? Tu ne peux pas vouloir... c'est-à-dire, tu n'es pas d'accord avec moi. Je ne suis pas d'accord avec toi. C'est parce qu'il y a un problème. Et donc, si le problème qu'il y a pousse le pays dans le désordre, si le problème qu'il y a fait que les citoyens dont on se dit leader et dirigeant, que ce soit dans le passé ou le présent, meurent de jour en jour, écoutez, il faille qu'il y ait quand même un consensus. Et ce consensus passe par des négociations. Et lors des négociations, il y a des concessions de part et d'autre. Je m'explique. Imaginons le dialogue entre l'opposition et le parti au pouvoir. Alassane Ouattara, en tant que président de la République de Côte d'Ivoire, il ne veut pas voir le pays sombrer dans le chaos. Il ne veut pas voir le désordre qu'il y a dans le pays. Or, ce désordre voit le jour parce que les opposants sont mécontents. Est-ce que vous me comprenez un peu? Le désordre là, que le gouvernement ivoirien ne veut pas voir, dont son Excellence, M. Alassane Ouattara est le président, il ne veut plus voir les Ivoiriens s'entretuer, il ne veut plus voir les Ivoiriens brûler les biens publics des uns et des autres, il ne veut plus voir
les Ivoiriens se haïssent et tout. Et donc, il veut une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire dans laquelle vivent des citoyens qui vont avoir l'amour de l'un et de l'autre. Alors, puisque Alassane, lui, c'est ce qu'il veut. Maintenant, l'opposition là, elle veut autre chose. Elle, sa vision là, son vœu là, c'est pas ce qu'Alassane veut. Elle, son vœu, l'opposition, c'est de désorganiser l'État ivoirien. C'est de semer le chaos pour pousser le gouvernement ivoirien à tomber. Or, le gouvernement ivoirien voit le chaos comme un danger pour son leadership au sein de la nation et autour, hein, et au sein de toute l'Afrique. Donc, quand c'est comme ça, Ouattara, il ne veut pas voir le chaos, parce que s'il y a chaos et qu'il n'y a pas la maîtrise de ce chaos, ça peut provoquer la chute de son pouvoir. Est-ce que vous comprenez un peu? Au début, on a minimisé les opposants, on dit des plaisantins, mais arrivé à un certain niveau, on voit que la violence commence à prendre de la hauteur. Et j'avais dit, si le gouvernement ne prenait pas les décisions nécessaires pour empêcher l'évolution de la violence, à un moment donné, ça va déborder et l'État ivoirien ne pourra plus rien contrôler. Ils ont dit, mais l'opposition ne peut rien, l'opposition. J'ai dit, au fur et à mesure que ces petits batteurs, ces péripéties sèment le chaos dans notre nation, d'autres ont peur. Mais quand un premier groupe composé de 10 personnes, de 20 personnes, provoque le chaos et que l'État ne réagit pas, la prochaine fois, il y aura un deuxième groupe qui sera composé de 50 personnes. Au fur et à mesure, les gens vont avoir confiance et le nombre de personnes qui ne va plus respecter le gouvernement ivoirien va augmenter. Le nombre va augmenter. Et en ce moment-là, ça va dépasser l'entendement du gouvernement en question. Et si ça dépasse l'entendement du gouvernement, puisqu'il y a des citoyens qui meurent, si même ce n'est pas le gouvernement qui tue ces citoyens, et que ce sont les membres de l'opposition, il aura riposte. La riposte de l'armée. Et sachant bel et bien qu'au sein de l'armée, mais ceux-mêmes qui sont dans la rue, ils auraient un frère et un parent dans l'armée. Imaginons, moi, par exemple, je suis policier ou gendarme, ou militaire, ou douanier, ou haut forêt. Bon, mon petit frère ou mon grand frère, il n'a pas la même vision politique que moi. Je lui dis, ne sors pas, et puis il sort. Il sort, il s'en va faire n'importe quoi. Et là-bas, au dehors, il a un malheur. C'est pas parce qu'on n'a pas la même vision politique que je vais le détester. Dans tous les cas, il reste mon frère. Donc, s'il y a un danger sur sa vie, ça va me faire mal. Et même si je suis corps habillé, je vais avoir mal. Et à un moment donné, je vais dire, mais écoutez, si je vois mon ami corps habillé en train de maltraiter mon petit frère, ou bien mon grand frère, ou mon enfant, mais écoutez, ça va me révolter. Je vais dire, mais c'est inadmissible. Comment se fait-il que mon ami corps habillé mate l'un de mes parents ou bien mate l'un de mes amis? En ce moment-là, ça va m'enrager et je vais vouloir le venger. C'est ça qui pousse d'autres militaires, d'autres gendarmes, d'autres hauts et forêts, d'autres douaniers à devenir traîtres et à se rallier à ceux qui se disent opposants. Est-ce que vous comprenez? Et au fur et à mesure, il y a la fuite des militaires et de tous ceux qui composent le corps à se rallier du côté de l'opposition pour pouvoir semer le chaos et faire front à leurs frères d'hier. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit au gouvernement de ne pas laisser les événements avancer. Malheureusement, le gouvernement n'a pas su protéger les Ivoiriens. Parce qu'ils ont dit le barrissement de l'éléphant en déployant 35 000 individus pour pouvoir sécuriser tous les Ivoiriens. Est-ce que 35 000 personnes peuvent sécuriser toute la Côte d'Ivoire? Depuis quand 35 000 personnes peuvent surveiller 25 millions ou 26 millions d'individus? Depuis quand vous avez vu ça? Voilà pourquoi on vous dit que l'armée ivoirienne est insuffisante en nombre. On dit non, il y a au total 70 000 personnes. 70 000 personnes ne peuvent rien. Imaginons que c'est une nation qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Est-ce que 70 000 personnes peuvent sécuriser tous les Ivoiriens? Je dis au sein de notre armée, il nous faut au moins 300 000 ou 500 000 personnes qui sont au sein du corps. Il ne faut pas regarder le nombre d'individus dont l'armée française est composée. Eux, ils sont composés de peu de nombre, mais ils ont des matériels sophistiqués pour faire front à n'importe quel envahisseur. Mais nous, on
on n'a pas assez de matériel, on est peu, et puis on veut sécuriser notre nation. Mais si on n'a pas assez de matériel, on doit avoir assez de personnes. C'est très important. Il nous faut 500 000 personnes. À l'école même là, on doit faire des coups militaires. Au lieu de faire EPS pour perdre le temps là. Le jour qu'on prend pour faire EPS là, on doit prendre les gens pour les former, militairement parlant. On doit les former. Chacun doit savoir combattre dans ce pays-là. C'est-à-dire, quand il quitte l'école primaire même, on t'enseigne la technique de la guerre. Arrivé au collège, on t'enseigne. Tu as tes diplômes, tu as ton bac ou bien doc, ou bien licence ou doctorat, peu importe ce que tu as comme diplôme. Le jour c'est chaud là, tu sais que tu peux descendre pour manier les armes parce que tu as appris ce métier-là. C'est ça. C'est ça, on dit Israël est forte parce que c'est ce que les Israéliens font. Quand c'est chaud là, ils sont au nombre de combien de millions? Je ne sais pas si c'est 15 millions ou 7 millions. Mais eux tous, ils savent combattre. Donc quand tu as affaire à eux, sache que tu as affaire à des millions de soldats. Même s'ils sont habillés en civil, ils savent manipuler les armes. Mais en Côte d'Ivoire, les gens, ils ne savaient pas combattre. Quand on est confronté en fait, sortir 35 000 personnes, on pense qu'on a une armée. Ça, c'est pas ça qu'on appelle une armée. C'est du n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? C'est du n'importe quoi. On doit renforcer notre armée. On doit, si c'est moi-même, ça devrait être composé d'1 million de personnes. Hey, moi, ils vont dire, je vais prendre tous les Ivoiriens, tous les jeunes qui traînent dans les rues là. Je dis, hey, quittez les rues au lieu d'aller fumer, truc, la bœuf, braquer les gens. Venez, devenez truc militaire. Si tu as quel diplôme bac, mon frère, tu trouves, va. On te met dans la douane. Va surveiller les frontières. Toi, tu as quoi? Tu veux surveiller les forêts? Oui, forêt. On t'oriente. Tu fais beaucoup la pêche. Tu as quel diplôme? Tu as devenu marin. Mais c'est clair. C'est-à-dire, on va les dispaquer partout. 1 million d'individus. Et on va acheter maintenant les armes pour pouvoir les équiper. Il doit avoir chaque base dans n'importe quel village de la Côte d'Ivoire. Oui, il doit avoir chaque base militaire ou de gendarmerie ou bien un poste de police dans n'importe coin de la Côte d'Ivoire pour pouvoir maîtriser ceux qui sont zélés et qui ne veulent rien savoir. Parce que vous voyez, la composition de l'armée fait que il y a dans certaines villes ou bien certains villages, quand il y a danger, d'ici, il va avoir l'intervention de l'armée, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire, les gens, ils sèment le chaos. Tout est déjà détruit avant l'intervention des chefs des forces de l'ordre. Vous avez vu, la fois passée, avant que les forces de l'ordre arrivent, il y a eu déjà 34 morts. 81 personnes blessées et 12 portées disparues. Vous comprenez? Et c'est après les forces de l'ordre sont arrivées, le général arrivé pour essayer de maintenir la paix. Mais dans le village de d'Umbato, là, s'il y avait un vrai poste, des corps habillés, est-ce que ces jeunes-là allaient s'affronter? Ils allaient les séparer avant même que le pire n'arrive. C'est parce que les postes je ne sais pas, des policiers et des gendarmes sont très éloignés. Ou souvent même les villages sont négligés. Or, c'est dans les villages même que le pays quitte. C'est dans les villages même que ceux qui veulent attaquer le pays, ils s'organisent pour venir attaquer les villes. Vous ne savez pas ça? Donc, il faut revoir l'armée ivoirienne. Au-delà de ça, Alassane il doit négocier avec l'opposition. L'opposition aussi doit négocier avec Alassane Ouattara. Et comme les deux leaders qui représentent le parti au pouvoir et le parti, le parti au pouvoir et le parti de l'opposition, je parle des partis politiques. Un parti politique. Bon, sinon, si on veut parler d'une partie, là on ne parle plus de parti politique, on parle d'une partie. Un morceau c'est une partie, l'autre morceau c'est une partie. Mais je parle, puisque les partis politiques ont créé une coalition, et cette coalition s'appelle CNTP. Donc pour moi ça représente maintenant un parti politique qu'ils ont mis sur pied, dont le leader est Henri Konan Bédié, et l'autre parti politique qui est le RADP, dont le leader est Alassane Ouattara. Donc si les deux partis doivent négocier, ces deux partis ont des représentants. Celui de l'opposition a pour représentant Bédié, et celui de le pouvoir a pour représentant Alassane Ouattara.
Et donc, quand tous les deux vont causer, ils vont discuter, il faille qu'il y ait des concessions. Et cette concession, Alassane, lui, il veut la tranquillité. Bédié, lui, il veut la libération de ces éléments qui composent son nouveau parti. Donc, pour qu'Alassane trouve la tranquillité, il doit libérer les amis de Bédié. Donc, chacun est campé sur sa position. Et nous, militants, que ce soit militant du RADP, militant du CNTP, je dis CNTP, militant du CNT, il faudrait que chacun de nous comprenne. On doit comprendre. On ne doit pas vilipender nos leaders qu'on suit. Non, on ne doit pas les vilipender. Il faudrait que ça soit clair. C'est comme tu veux une femme, ou bien une femme te veut. Mais si tu veux cette femme, elle va dire, écoute, pour ma foi là, voici ce que je pose comme condition. Toi aussi tu regardes, tu veux, tu grattes ta tête, mais pour qu'elle puisse accepter tes avances, il faudrait que tu fasses des concessions. Ah oui, si tu ne veux pas faire cela, mais elle va dire non, écoute, ne viens plus me voir, éloigne-toi de moi. Soit la prochaine fois que je te verrai, c'est que ce que je t'ai dit là, tu as accepté mes conditions. En ce moment-là, on peut arrêter et discuter. Mais si tu ne fais pas de concession, ne m'appelle plus jamais. Ne viens pas devant moi pour t'arrêter, pour ouvrir ta bouche vis-à-vis de ma personne. Mais si tu es intéressé par cette femme, mon frère, tu vas gratter ta tête, tu vas accepter. Ou bien si cette femme, elle te drague, et elle voit que tu lui plais beaucoup. Mais si elle vient vers toi, tu dis, ah, tu as un comportement. Et ce comportement-là, je ne l'aime pas. Alors, si tu veux que j'accepte ta proposition, il faudrait que tu laisses ça. Dans ce cas contraire, si tu ne veux pas, non, ne viens plus jamais devant moi. Si tu es d'accord, on peut discuter. Si elle dit oui, elle va laisser ça, tu dis tu es sûr oui, alors en ce moment-là, vous discutez et vous trouvez un consensus. C'est ça, dans tous les cas, que ce soit femme ou homme, il y a toujours des concessions. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, ce que Bédié réclame, suite à leur rencontre, il demande à Alassane Ouattara, avant toute négociation, il demande à Alassane Ouattara de libérer Afi, de libérer le professeur Kakou Gikaouye, de libérer et d'annuler toute poursuite judiciaire envers ces personnes-là. Une fois toutes ces conditions réunies, eux aussi, ils verront le mot d'ordre lancé aux jeunes qui les font confiance de se retirer de cette histoire de désobéissance civile. Bon, le premier contact n'a pas poussé Alassane Ouattara de prendre une décision immédiate parce qu'il a aussi une équipe. Il doit consulter son équipe pour dire, ah, voici ce que Bédié demande. En retour là, qu'est-ce qu'on peut demander à Bédié aussi de faire de son côté? Ah, Bédié, ok, nous acceptons. Par la deuxième rencontre, il faudrait qu'il parle maintenant comme homme, comme des sages, comme des vrais hommes politiques. Mais dans leur pourparler là, quelle concession chacun doit faire? Alassane Ouattara, s'il veut la stabilité, il sera obligé de libérer ceux-là. Maintenant, les autres aussi, Alassane aussi doit poser sa condition, ou bien ses conditions pour dire, écoutez, si je les libère, vous renoncez à votre mouvement CNT et vous demandez aux jeunes de quitter la rue immédiatement. En ce moment-là, je peux la libérer et je peux annuler toute poursuite judiciaire envers ces gens-là. Une fois d'accord, ils vont signer. Sous la supervision des membres de la communauté internationale, ils vont signer un document qui permet cela. Une fois le document signé, alors l'opposition ne va plus demander aux jeunes de manifester et de créer des troubles. Alassane Ouattara ne va plus poursuivre les Afi et les autres pour dire qu'ils ont commis des crimes. Est-ce que vous comprenez? Et donc c'est ce qui va se passer dans les jours à venir. C'est ce que je vous dis là. Notez ça bien, écrivez ça. Et quand ça va se passer, effacez ça. Donc ce que je vous dis là, c'est ce qui va se produire. Maintenant, quant aux autres qui ont été arrêtés, c'est-à-dire les simples citoyens et tout, mais écoutez, c'est eux qui sont les perdants.
Puisque les hommes politiques, ils vont sortir victorieux, il faudrait que ça soit clair dans les oreilles des uns et des autres. Voilà pourquoi souvent quand on fait la vidéo, on vous demande de ne pas sortir. Ne suivez pas les mots d'ordre des hommes politiques, parce que tôt ou tard, eux là, ils vont s'asseoir, discuter, trouver des solutions, et vous là, vous allez être des perdants. Parce que Bédié ne négocie pas en votre nom. Bédié ne va pas négocier pour demander à Alassane Ouattara de libérer les autres citoyens qui ont brûlé les roues, qui ont brûlé des gens, qui ont cassé un magasin des gens, ou bien qui ont brûlé les bus. Non, ce n'est pas pour vous que Bédié il s'en va négocier. Bédié s'en va négocier pour ses amis qui jouent dans la même cour. Et ces gens qui jouent dans la même cour, ce sont des riches, ce sont des milliardaires. Les Afi, ce sont des milliardaires. Les Kakou Kikawi, mais écoutez, à Champs-Élysées, là, il y a un grand immeuble. Un grand immeuble que Naounou Gouza, parce que Naounou Gouza, elle a travaillé là-bas. Ça, c'est un secret que je dévoile. Naounou Gouza, elle a travaillé là-bas. Il y a un très grand immeuble qui appartient à Maurice Kakou Kikawi. Et cet immeuble, au rez-de-chaussée de cet immeuble, il y a plusieurs magasins. Les magasins de marque. Quand quelqu'un dit, c'est aux Champs-Élysées que je paye mes habits, que je paye mes parfums, vous devez savoir que les magasins de là-bas, là, tout ce qu'on vend à l'intérieur, ce sont des vraies marques qui sont coûteuses. Et Maurice Kakou Gikawe, il a payé un immeuble. Et en bas de cet immeuble, on appelle en bas d'un immeuble, on dit rez-de-chaussée. Là-bas, là, il a au moins 5 magasins. Sous son immeuble, au moins 5 magasins. Et dans ces 5 magasins-là, ce sont des vrais magasins luxueux, parce que ce sont des vraies marques qui sont au sein de ces différents magasins. Il y a les Louis Vuitton, il y a les trucs, il y a les Chanel, en tout cas tout ça. Mais les magasins sont tellement grands, mes frères. Et par mois, vous savez ce que les Gikawiens ils gagnent, chaque magasin, combien ils gagnent. Mais toi, écoute, tu es en Côte d'Ivoire, mais tu souffres. Tu es payé à combien même? Si tu as trop eu l'argent, c'est 300 000 francs CFA. 300 000, ça ne vaut même pas 1000 euros. Parce que 1000 euros, ça fait 600 000. 665 000 francs CFA. Mais Gikawi, un magasin seulement, il a environ 15 millions par mois. Un seul magasin, il a environ 15 millions par mois. Parce que les magasins sont loués au moins à 20 000 euros ou à 30 000 euros par mois. Parce que ce ne sont pas des petits magasins. Et ceux-mêmes qui sont les patrons là, ils gagnent plusieurs fois que ce qu'ils prennent pour louer. Donc imaginons 5 magasins différents. Le revenu qu'ils ont. En dehors de ça, l'immeuble, ils donnent ça en location. Et louer une maison dans la rue des Champs-Élysées et tout, ou bien dans les environs des Champs-Élysées, c'est pas n'importe qui. Ce sont des vrais, c'est-à-dire que ce sont les vrais Français. Quand je parle des vrais Français, c'est ceux qui ont réussi en France, là, qui ont l'argent, c'est mort avec eux. C'est ceux-là qui louent maison là-bas. C'est-à-dire, un seul loyer là, mon frère, si tu es militaire ou policier ou douanier, ou quoi là, l'année là, tu touches même pas cet argent dans ton salaire. Ils peuvent louer l'appartement au moins environ 10 000 euros. 10 000 euros chaque fin du mois. Ce n'est pas vos petits appartements, c'est des vrais apparts. 10 000, et puis ils s'en foutent parce que c'est mort avec eux. Ce sont des hommes politiques, ils ont l'argent. D'autres ils louent ça à 5 000 euros, d'autres à 10 000 euros. Ça dépend de la surface. Combien de mètres carrés tu loues? Et c'est Kakou Gikawi là. Ils donnent ces apparts-là aux gens. Donc, ils ont travaillé en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas travaillé par mois, là, mes frères. Ce sont des vrais billets bien dressés, repassés, là, qui tombent sur leur compte chaque fin du mois. Ils n'ont rien à perdre. Même s'il est en prison pendant 10 ans, quand il sort là, il est milliardaire. L'argent pleut toujours dans son compte. C'est à ceux-là que vous suivez. Ah, libérer le pays, là. Ah, libérer toi-même. Pour gagner un franc, tu n'as même pas ça. Ce pays, tu veux libérer. Donc, vous voyez, c'est vous qui allez payer le pot, ou bien les pots cassés. Mais tout ce qui s'est passé là, eux là, ils vont s'en sortir.
ben, ils seront soutenus par le monde entier pour demander à Alassane Ouattara de la libérer au nom de la paix et des intérêts de la communauté internationale qui se trouve en Côte d'Ivoire. Parce que quand la situation s'empire, eux aussi, là, ça ne les arrange pas. Un pays où il y a conflit, là, ils ne vont pas gagner de business. Ça ne fait pas leur affaire, leurs magasins ne vont pas fonctionner. Donc, au nom de leurs intérêts, ils vont demander à Ouattara, écoute, monsieur le président, on t'aime bien, on traite bien, mais il faut libérer cela parce que là où on va, en cette affaire-là, vraiment, on ne peut plus tenir, il ne faut pas, ils vont brûler nos magasins là-bas. Et parce que si ça se brûle, les responsabilités seront sur ta tête. Donc, il faut la libérer. Eux, là, ils vont la libérer. Mais vous, simples citoyens, vous qui n'avez rien, des enfants des pauvres, vous qui êtes sortis, c'est nous à libérer le pays. Mon frère, tu vas purger une peine de 10 ans. La sentence sera très violente et vraiment irréprochable. Et vous allez souffrir cadeau. Voici ce qui est votre prix. J'espère que ça va servir de leçon aux autres. Toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, si tu as ton téléphone portable, prends ça et appelle ta petite copine que tu as quelque part là-bas pour dire, hey, chérie, dis à tes enfants de ne pas sortir lorsqu'il y a des mots d'ordre donnés par soi-disant des politiciens. Ne sortez pas. Sortez pour des bonnes causes et non des futilités où se trouve la mort. Sortez pour réclamer du boulot. En ce moment-là, on peut être avec vous pour dire, ah, voici des gens qui sont conscients, voici des jeunes révolutionnaires qui manifestent parce qu'ils ont besoin du travail. Et donc, leur manifestation est bel et bien appropriée. En ce moment-là, personne ne peut vous dénigrer. Quiconque vous dénigrera, c'est que ce dernier, il est un démon. Parce que quelqu'un qui manifeste pour gagner du boulot, mais attendez, on doit l'encourager. Mais vous manifestez pour que quelqu'un quitte le pouvoir afin d'installer une marionnette comme le Guillaume Soro. Mais écoutez, Guillaume Soro a fait des rébellions pendant des années. Il a changé de nom. MPCI, MPIGO, c'est devenu Force Nouvelle. Il a mélangé double, truc, Kabato et tout. Il n'a même pas pu construire, je dis, une petite boutique au nord. Qu'est-ce qu'il a apporté au nord 10? Il a apporté quoi au nord? Fekese-Dougou, même les habitants de Fekese-Dougou. Est-ce qu'ils ont cessé de dormir dans des maisons en papo, ou bien en raffia, ou bien en banco? Ils dorment dans ces maisons, mais ce Diop devrait changer le mode de vie, mais il n'a rien changé. Est-ce qu'il n'y a pas de pauvres à Fekese-Dougou? Avec tout cet argent qu'il a pillé, à Bouaké, à Korogo et tous ces banques cassés, on parle de BCAO, mais ce n'est pas seulement la BCAO qui a été cassée. Parce qu'à Bouaké, ce n'est pas seulement la BCAO qui se trouve à Bouaké. Je pense qu'en dehors de la BCAO se trouvent aussi d'autres banques qui y sont installées. À Korogo aussi, il y a d'autres banques. Mais selon Guillaume, de la manière dont on le dit dans notre jargon ivoirien, il a volé toutes les banques qui se trouvaient là-bas. Donc en dehors de la BCAO, qui est Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, il a encore cassé les autres banques pour s'approprier tous ces biens-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de vous aider, vous, ressortissants du Nord, puisqu'il disait qu'il luttait pour les nordistes, chose dans laquelle je ne vais pas rentrer, mais je sais que c'est un petit menteur, un manipulateur. C'était pour permettre aux nordistes de s'allier à son combat. Il vous a berné. Thierry Barali. Non, c'est un manipulateur, il est fort. En tout cas, je reconnais qu'il est fort dans la manipulation. C'est quelqu'un qui est un champion. Il a eu des grades et on doit reconnaître cela. Il vous a manipulé, soi-disant, il se battait pour vous, pour votre bien-être, pour votre liberté, pour mieux vivre, pour que vous ayez des contrats au sein de la société ivoirienne. Pour ça, ça lui a permis de casser toutes les banques, les biens de la société. Il s'est approprié ça. Au lieu de construire le non, il s'en va payer un quartier au Burkina Faso. On appelle ça Ouaga 2000. Il paye ça et il construit des maisons. Comme cela ne suffisait pas, il s'en va, il achète, vous connaissez les sacs de cacao là, on appelle ça boron. Il met les billets de 10 000 là, il danse et il a rempli tous les sacs de cacao, il a mis les billets de 10 000, c'est-à-dire tout l'argent qu'il a volé là, il a mis une partie dans ses maisons appelées Ouaga 2000 parce que lui aussi, il avait au moins
Il avait au moins 4 maisons, 4 villas. Quand on parle de villas, c'est pas n'importe quelle villa, c'est pas vos villas là qui composent au moins 3 chambres, salons. Non, non, non. Je vous parle de vraies villas où il y a des piscines, il y a des terrains de trucs de basket, à tout camp. Il y a tout dedans. Où il a mis beaucoup d'argent. En dehors de ça, il a payé une vraie villa au Maroc où il y a piscine dedans. En Côte d'Ivoire, à Makori, il en a qu'en l'État en prenant une maison, une duplex d'1,5 milliard de francs CFA. Quelqu'un il dort dans une maison qui coûte 1,5 milliard. Ça y est, face à la lagune. Je connais bien là. À Makori résidentiel. Où Aboudraman Sangari est mort dans la clinique là. Comment on appelle ça? Ça, ce sont. C'est pas la mosquée libanaise. Voilà la cour la matinée. Quand vous quittez à Makori, vous traversez, il y a la rue. Attends, clinique quoi là? Derrière la clinique, vous connaissez Pemi de trucs de Makori résidentiel. Il y a un endroit où la croix, comment on appelle ça? Les Rosicruciens, ils sont à côté là. Il y a un terrain de football là où on joue Maracana et on joue au Pemi là à côté là. Il y a un truc des Rosicruciens juste à droite. Quand vous partez un peu vers la lagune, Soro John, c'est là que sa maison est positionnée. Ça fait face à la lagune. Putain, Soro, 1,5 milliard de francs CFA. Et il est assis là-bas. En dehors de ça, il a des maisons à Korogo avec Esetougou et à Boaké. En France, il a payé 4 maisons. Vous qui le suivez là, il a construit combien de maisons pour les habitants de Fekessédougou? En France, il a 4 maisons. Et il a fait un enfant avec une femme burkinabé qui est un enfant mongol. C'est-à-dire, cet enfant n'a pas... Les enfants mongols là, qui sont un peu zozo là. Voilà. L'enfant de cette femme n'a pas bien réussi à 100%. Mais c'est une femme burkinabé. Elle va finir son argent. Elle poursuit Soro Diop à la justice. Parce que Soro Diop voulait fuir la femme. Elle dit, tu ne fuis pas la femme. Elle va bouffer l'argent de Soro. S'il savait, il regrette d'avoir fait affaire à cette dame. Vous savez, en France, les gens ne jouent pas. Elle a convoqué Soro. Parce qu'il voulait fuir l'enfant. Quand il a vu que l'enfant n'était pas bien, il veut abandonner l'enfant. L'enfant dit que c'est toi qui m'as enceinté. Ça, c'est mon café cacao qui est là comme ça. Elle utilise l'enfant, elle suit son Soro Diom. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien. Il donne tout l'argent à la femme. Putain, en dehors de sa vraie femme. Il donne tout l'argent à l'autre parce qu'elle est derrière lui. Elle est derrière lui. Il a payé maison pour cette dame au Burkina. Faut pas, il va dire, il ne paye pas. Il a payé ça. Elle fait du chantage à Soro. Maison qu'il a payé pour la dame là. Vous voyez, vous restez calme. Il dit, j'ai payé maison pour toi, laisse-moi. Elle dit, je ne te laisse pas. Tu n'as pas dit, tu es rebelle. Tu as une femme rebelle que toi. Donc, en dehors de ça, voilà ce qui se passe. Voilà un peu ce qui se passe. Et donc, Soro ne vous a rien apporté. Ce même Soro-là, je ne sais pas les bédiers, les Afroundjés, ils sont vieux. C'est pour ça que j'ai dit, l'âge ne fait pas la maturité. Lorsque je vous parle souvent, qu'il y a des gens, ils disent, on a diplôme, on est âgé. C'est pas ça, ça ne suffit pas pour être sage. La sagesse, hein? La sagesse et les diplômes diffèrent. C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu as des diplômes que tu es sage. Il y a des gens, ils ont doctorat, mais dans la maison, quand ils ont un problème de couple, ils sont incapables de régler. Ils se bagarrent avec les femmes. Ou bien, les femmes se bagarrent avec eux. Aucune intelligence, aucune sagesse, ils sont incapables de s'asseoir, dialoguer et trouver une idée commune pour être d'accord. Non. Au lieu de discuter, ce sont les coups de poing qui partent. Ce sont les menaces qui sortent dans tous les sens. Tout simplement
Eux, ils se jouent les intellos. C'est ceux-là qui veulent diriger la société. Si ta propre maison, tu es incapable de gérer ça. Tes propres enfants, tu es incapable de les maîtriser. Toi, femme, ton propre mari, tu es incapable de le gérer à la maison. Toi, homme, tu es incapable de gérer ta propre femme. Ce sont les Ivoiriens que tu penses pouvoir gérer. Regardez-moi des plaisanter comme ça. Et ces gens de personnes, ils se sont laissés berner par Guillaume Soro. Le petit, il est caché en France. Il a un problème avec le gouvernement ivoirien. Mais c'était pour vous. C'est-à-dire, le bonheur était sur notre table d'or. Soro, il devrait vous, s'il vous contente, dites-lui, Thierry Banani, dégage. Dégage. Vers la fin, quand Blé Goudé a compris là, il s'est désolidarisé de Thierry Banani. Ça a énervé les Franklin Yamisi, ils ont commencé à l'attaquer. Parce que Blé Goudé ne veut plus être impliqué dans ces bêtises. Il sait que son nom est beaucoup gâté lorsqu'il était le général de la jeunesse. Donc en ce moment-là, il essaie de laver son aura, il essaie de laver son nom. Vous ne le voyez pas quand il s'adresse à la scène, il dit Monsieur le Président. C'est-à-dire, il a une manière de parler. C'est le respect. Il impose le respect. Même s'il n'est pas d'accord avec le président, son excellence, M. Alassane Ouattara, il a une manière de s'adresser à lui. Il ne s'arrête plus pour insulter Alassane Ouattara. Alassane qui est ceci. Non, non, non. Il s'adresse à lui avec respect et considération. Mais en faisant ça, c'est son image qu'il lave. Pourquoi il le fait? Parce que ceux qui sont autour de lui, là, ses amis et tout, ce sont eux qui lui demandent Blé, change ton image. Il ne faut plus te comporter comme celui que les gens connaissaient dans les rues de la Côte d'Ivoire, qui était le général des rues. Merci. Le général des rues et tout. Mais lave ton image et fais de toi une nouvelle personnalité. Provoque les Ivoiriens pour qu'ils puissent encore te faire confiance à nouveau. Et c'est ce que seul Blé... Aujourd'hui, vous mettez Soro et Blé Goudé. Des Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui les détestent tous les deux. Mais ils vont dire, entre Soro et Blé Goudé, on préfère Blé Goudé que Soro. Vous allez leur demander, mais pourquoi ils vont dire Soro Guillaume? Ils manquent de respect au Prado. Et qu'ils ne respectent pas le Prado, on préfère Blé Goudé. Oh yeah! Si ces mêmes gens, vous leur demandiez, mais entre Blé et Soro, ils allaient dire Soro. Mais aujourd'hui, ces mêmes-là sont capables de dire ils aiment Blé que Soro Guillaume. Pourquoi? Parce que Soro Guillaume, il ne sait pas laver son image. Soro Guillaume, il fait une politique brutale. Il pense que en politique, c'est la brutalité, c'est la force. Non, il y a des moments où on utilise l'intelligence. Il y a des moments où on est doux dans ses propos, dans le comportement. Et tout, Soro Guillaume, il s'en fout, il ne connaît pas ce que c'est que la politique. Avec cette brutalité, tu pensais que l'Union européenne allait t'écouter? Non. Il pensait que les États-Unis d'Amérique allaient l'écouter? Non. Voilà pourquoi Macron lui a dit, écoute, ne confonds pas. Opposition et coup d'État. Il n'a pas dit ce même-là, il n'a pas dit qu'il avait mis Macron dans ses poches. Un menteur. Toi, tu peux mettre Macron dans tes poches. Si Macron était réellement dans tes poches, il n'allait pas dire, il ne faut pas confondre opposition et puis coup d'État. Pareil, ce que tu fais là, c'est ça qu'on appelle coup d'État, ce n'est pas une opposition. Et les bédiers, toi, lorsque tu faisais déjà la politique, tu faisais tes milliards, Soro Guillaume, il n'arrivait même pas à essuyer ses fesses. Soro Guillaume, c'était un bébé. Aujourd'hui, là, c'est ce même Guillaume Soro là qui te manipule. On dirait un gamin, et Guillaume Soro, il prend le dessus. Ce qui te dit, c'est ce que tu fais bédier. C'est la honte totale. Afou N'Guessa, toi, tu as tous les diplômes, tu as un parcours vraiment magistral, un parcours impressionnant. Et quand les gens regardent ton CV, ils sont impressionnés par le parcours d'Afou N'Guessa. Et c'est vous, Afou N'Guessa, là, vous qui avez été pour la première fois Premier ministre du gouvernement de Gbagbo, avant que Soro Guillaume ne porte ce petit habit de Premier ministre, c'est vous qui vous laissez manipuler par Guillaume Soro. Mais on dirait que le tonnerre gronde sur ma tête. Je n'arrive pas à comprendre. Même moi, complet, Guillaume Soro ne peut pas me manipuler. J'ai complet, Guillaume Soro. Mais non, c'est inadmissible. Qu'est-ce que Guillaume Soro a et puis vous n'en avez pas? Il a des milliards, vous avez des milliards.
Il a des maisons, vous avez des maisons. Qu'est-ce que Diom Soro a qui vous impressionne? Il n'a rien du tout. En dehors des coups d'État et des rébellions, qu'est-ce que Diom Soro a? Et puis vous n'en avez pas. Bédié, mais c'est un milliardaire. C'est-à-dire, pendant que lui, il fêtait ses milliards, Soro Guillaume, pour avoir même 100 francs pour manger galette, il avait tous les problèmes du monde. Il n'avait rien. En ce temps, Bédié, il fêtait déjà ses milliards. Il buvait déjà son premier vin de champagne pour ses milliards. À l'âge de combien? De 27 ans ou 22 ans, Bédié fêtait déjà ses milliards. Soro Guillaume avait quel âge? Quand Bédié avait 27 ans. Parce que Bédié aujourd'hui, il a 86 ans. Soro, il a combien? 47 ans. Donc, ça veut dire, Henri Konan Bédié est âgé de combien d'années que Soro Guillaume? C'est-à-dire 86 ou moins. L'âge de Soro, il reste combien? Ça veut dire pendant que Bédié fêtait ses milliards, Soro n'était pas encore né, mes frères. Il n'était pas encore né. Et c'est ce dernier-là, vous avez été président d'ailleurs. Et tout le monde sait que vous avez pillé la Côte d'Ivoire. Avec tous ces milliards que vous avez eus. Et votre retraite qui est payée. Et la paye est bien garnie. Et tous ces biens que vous avez à travers le monde, Soro Guillaume vous manipule. Sur quelle base? Est-ce qu'il vous a influencé à travers ces milliards? Mais non, vous êtes riche. Soro Guillaume est riche, je n'en disconviens pas. Mais ce n'est pas l'argent qui vous manque. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire la politique. Je ne comprends pas pourquoi le petit Soro arrive et réussit à vous manipuler. Les Gikaoué, il s'appelle professeur. Professeur. Vous êtes quel genre de professeur? Des professeurs qui se laissent manipuler par des élèves politiques. Mais Gikaoué, il est dans la politique, ça fait combien d'années? Et c'est ce vieux Gikaoué là qui se fait appeler professeur. C'est lui qui se fait manipuler par Guillaume Soro. Tieni Barani, enfant de frère, qu'est-ce que c'est du coup? L'homme à la machine, l'homme à la Kalachnikov. Ça me fait mal. Les Mamadou Koulibaly qui se font appeler professeur Mamadou, professeur de droit. Je suis un professeur, je connais. Vous qui êtes professeur, vous vous laissez manipuler, monsieur Mamadou Koulibaly. Vous faites honte. Votre Nathalie Yam qui se dit je suis panafricaine. Quand il s'agit d'enflammer le président Alassane Ouattara, elle est numéro 1. Quand il s'agit de manquer de respect au président Alassane Ouattara, elle est chaude. Elle porte la culotte, on dirait un homme qui va sur le ring pour boxer Guillaume Sena. Mais lorsqu'on lui parle de Soro Guillaume, elle se laisse, elle est toute molle, elle est moins. On dirait une femme qui n'a jamais parlé devant une caméra. Et elle se laisse manipuler par Guillaume Soro. Parce que si elle ne se laissait pas manipuler, je pense qu'elle est l'une des conseillères de Mamadou Koulibaly. Elle allait dire au professeur, soit disant Mamadou Koulibaly, elle allait dire à Mamadou Koulibaly de faire tant. Mais c'est parce que elle aussi, elle se laisse manipuler par ce petit Guillaume Soro. C'est de ça qu'il s'agit. Soro n'était pas encore né. Et ces vieux-là, ils ont fait coalition, ils se laissent manipuler par Guillaume Soro. Ceux qui n'ont pas pu être manipulés, il y a Brégoudé et Laurent Gbagbo, qui ont su résister à la manipulation de Guillaume Soro. Sinon, en dehors de ça, tout le reste a été manipulé. Et aujourd'hui, vous êtes là, à la fin, il faut les libérer. À la fin, il faut les libérer. Il va les libérer, mais en une condition. Reconnaissez le gouvernement dirigé par Alassane Ouattara et sa légitimité. Il faudrait que ça soit clair. Parce que Alassane Ouattara ne peut pas faire des concessions sans aucune exigence. Il faudrait qu'il exige de la part de ses homologues opposants qu'eux aussi ils fassent des concessions. Parce qu'on ne paye pas poisson dans l'eau. Vous ne pouvez pas, moi, m'obliger à libérer vos amis et en retour ne pas gagner gain de cause. Mais si je les libère, je gagne quoi? Mais c'est ça. C'est ça les conflits. Pour que deux nations, si deux nations discutent sur quelque chose et qu'elles sont au seuil de la guerre,
Mais s'il doit y avoir négociation pour ne pas qu'il y ait confrontation, mais les deux nations, les deux parties font des concessions. Où chacun, même si ça fait mal, mais c'est ça. Parce que vous voulez obtenir gain de cause en ce moment-là. La décision ou les décisions que vous allez prendre de part et d'autre, ça fait mal, tu n'aimes pas ça à 100%, mais quand même tu acceptes parce que tu veux atteindre un objectif. C'est ça les négociations. Donc je sais que les militants du RADP ne vont pas être d'accord vis-à-vis des décisions que le gouvernement ivoirien va prendre. Oui, les décisions que Alassane Ouattara va prendre vis-à-vis de l'opposition. Mais il faudrait que les militants et militantes du RADP acceptent parce que c'est douloureux. Mais c'est ça aussi la diplomatie. Rien n'est facile dans le monde. Tu veux quelque chose, mais tu ne vas pas avoir ça sur un plateau d'or. C'est la lutte. Ce sont des décisions qui font mal, qui sont douloureuses, mais il faut accepter. Mais pour accepter, il faudrait qu'on soit prêt aussi mentalement pour comprendre. Parce que beaucoup ne vont pas comprendre. Beaucoup vont dire, le prêtre est traître. Le prêtre, non, il n'est pas traître. Il accepte parce qu'il veut atteindre un objectif. Il ne veut pas mettre la vie des uns et des autres en danger. Or, c'est ça l'objectif de l'opposition. Créer le chaos pour chasser Alassane Ouattara. Or, dans ce chaos, ils ne savent même pas quel jour Alassane va quitter le pouvoir. Peut-être le chaos va continuer, Alassane va être là. Non, eux-mêmes, ils ne savent même pas. Est-ce que le chaos va enlever Alassane Ouattara? Ils ne savent pas. Mais quand même, ils persistent dans le chaos. Et ce chaos, on sait que ça tue les gens. Chaque jour qui passe, chaque an qui passe, chaque minute qui passe. Or, le président ivoirien qui dirige sa nation, il veut que la Côte d'Ivoire ait une bonne image vis-à-vis des autres nations. Il veut que la Côte d'Ivoire soit forte, bien positionnée, où les uns et les autres s'attendent. Pour que lui, Alassane Ouattara, qui porte, qui est le porte-parole, qui est le représentant de la nation ivoirienne, puisse bien négocier en position de force vis-à-vis des autres nations, que ce soit les grandes puissances ou les petites puissances, pour qu'ils puissent être sur la table des grands. Mais si dans son propre pays, il est fragilisé, dans sa propre nation, il n'est pas aimé, il est vilipendé de part et d'autre, mais comment est-ce qu'il va représenter la Côte d'Ivoire dignement? Si d'autres disent non, on ne te reconnaît pas, quitte là, le chaos, mais il ne peut plus sortir du pays pour aller négocier. Pendant ce temps, son pays brûle, il ne peut pas laisser son pays en feu et à sang pour aller ailleurs, pour se jouer les dieux et donner des trucs, des leçons de démocratie ou des leçons de trucs de stabilité. Ils vont dire, mais monsieur Ouattara, votre pays a sang et à feu, et vous nous parlez de stabilité, allez-y. Établir la stabilité chez vous avant de venir parler d'un pays des gens ou bien dans les affaires des autres. Donc il faudrait que lui-même il soit un exemple. Voilà pourquoi pour être l'exemple, il doit négocier avec les opposants. Et pour négocier avec lui, avec eux, il doit faire des concessions. Les opposants aussi doivent faire des concessions. Voilà, c'est sur cette branche que va Alassane Ouattara. Donc il faudrait que les militants et militantes du RADP le sachent. Voilà pourquoi je vous demande de vous préparer mentalement et moralement pour accepter. Si demain, vous apprenez que Ouattara a libéré, soi-disant les opposants qui avaient été arrêtés, et que toute poursuite judiciaire contre eux, toutes les poursuites judiciaires contre eux ont été annulées, acceptez cela, parce que c'est ça aussi. Pour que les opposants puissent reconnaître sa légitimité, pour calmer les esprits des gourmands, des sorciers, des petits sorciers qui sèment des troubles là, pour calmer les esprits, afin qu'ensemble on puisse vivre en harmonie et cohabiter dans nos villages, cohabiter ensemble dans nos villages et dans nos différentes villes. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur cette page fin des perturbateurs politiques et d'inviter vos amis aussi à s'abonner. Et n'oubliez pas de partager le direct parce que c'est très important. Voilà, tout ce qui est important, les gens ils refusent de partager parce que si ce sont des classes, ils sont les numéros 1, ils sont branchés. Mais là où on parle de civilisation, là où on parle d'éducation, ils ne sont pas là. Là où on parle des vraies choses de la société, non, ils ne comprennent pas. Mais vous pouvez apprendre la science à travers les réseaux sociaux parce que rien n'est encore caché. Ceux qui sont dans les écoles qui enseignent la science politique dans les écoles, mais ce sont des humains comme nous. Avant que cela n'arrive dans les écoles, mais qui a inventé la science? C'est un humain qui a réfléchi, qui a mis cette stratégie sur pied. Et donc nous aussi, nous sommes humains, on est aussi capable d'enseigner ces mêmes leçons
de démocratie, c'est même leçon de politique à travers les réseaux sociaux. Donc, je pense que si vous êtes davantage déterminé à écouter les différents cyberactivistes et à apprendre ce que c'est que la politique, vous allez connaître la politique. On est ensemble. Ciao.